Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo marathon parce que ce qui s'est passé hier soir, le 13 décembre 2025, mérite qu'on prenne le temps de tout analyser en profondeur, sans raccourci, sans censure et surtout sans langue de bois. L'armée algérienne vient d'abattre un drone espion israélien de dernière génération en plein cœur du Sahara algérien, à plus de 3000 km de Tel Aviv. Ce n'est pas un simple incident technique, c'est un acte de guerre déguisé qui a reçu la réponse qu'il méritait. Une destruction totale, nette et sans appel. Aujourd'hui, je vais tout vous raconter. La détection, la traque, l'interception, les débris, les preuves irréfutables, les réactions officielles et officieuses, et surtout ce que cela signifie pour l'avenir de la région. Installez-vous confortablement, prenez un café bien serré ou un thé à la menthe. On plonge dans les détails dès maintenant. Tout commence le vendredi 13 décembre 2025 à 20h42 précise, heure d'Alger. Dans le centre de commandement intégré de la défense aérienne du territoire, basé à Regan, dans la 3e région militaire, les opérateurs du radar Long, porté 59 N6E, Protivnik GE, détectent un écho inhabituel au sud-ouest du pays. L'objet apparaît d'abord à 420 km au sud de la base d'Insala, à une altitude de 11 000 mètres, vitesse constante de 220 km/h, trajectoire linéaire nord-nord-est. Aucun transpondeur actif, aucun signal ADS-B, aucun plan de vol déposé auprès de l'aviation civile algérienne ou internationale. L'opérateur senior, un colonel expérimenté, lance immédiatement les procédures d'identification. Appel radio sur 121.5 MHz, 243.0 MHz, fréquence d'urgence militaire régionale, silence radio complet. L'appareil ignore toutes les sommations et continue sa pénétration profonde dans l'espace aérien algérien, comme s'il suivait un itinéraire préprogrammé vers une cible précise. À 20h51, l'alerte est transmise au commandement de la défense aérienne à Alger. Le général commandant la date ordonne le verrouillage immédiat et prépare les moyens d'engagement. 2 batteries S-300 PMU-2, stationnées près de Tindouf, en exercice réel depuis une semaine, sont mises en alerte maximale, mais la distance est trop importante pour un tir optimal. C'est alors qu'intervient la batterie Pantsir S-1M, déployée en protection rapprochée de la base aérienne de Regan. Cette unité, renforcée récemment avec des radars de dernière génération, prend la cible en charge à 180 km de distance. Le radar de suivi, un RS-21E du Pantsir, verrouille l'écho malgré sa très faible signature radar. On parle d'une sœur inférieure à 0,1 m², typique des drones furtifs modernes. À 21h03, l'ordre d'engagement est donné directement par le centre de commandement. 2 missiles 57, eux-ci se quittent dans leur tube en moins de 3 secondes. Le premier missile monte à Mach 4, corrige sa trajectoire grâce au guidage radiocommandé, puis actif radar, et percute la cible à 21h05 précise, à 10 800 mètres d'altitude. La seconde ogive explose à proximité immédiate pour garantir la destruction totale. L'explosion est captée par les capteurs infrarouges de la batterie et par plusieurs stations sismiques civiles dans la région de Borj Badji Mokhtar. Le drone est pulvérisé en milliers de fragments qui retombent sur une zone elliptique de 18 km de long dans le reg de Tanezrouft, l'une des zones les plus désolées du Sahara algérien. À 21h20 déjà, une colonne rapide du 40e régiment de reconnaissance motorisée, appuyée par des hélicoptères Mi-28 NE et des équipes spécialisées du génie militaire, est dépêchée sur zone. Les soldats portent des combinaisons de protection NRBC complètes. Procédure standard face à un appareil ennemi inconnu. Les premières pièces sont localisées dès 22h10 grâce aux balises thermiques encore chaudes détectées par les drones de recherche Orlandix-E algériens. Et là, aucune surprise possible, les débris portent des marques claires et irréfutables. Un tronçon de fuselage en composite carbone avec le logo d'Israel Aerospace Industries encore parfaitement lisible. Une antenne de liaison satellite Q-band avec la référence Elta Systems EL K1860. Des cartes électroniques gravées en hébreu, des fragments d'ailes portant le numéro de série commençant par HTP et surtout une charge utile intacte dans sa capsule de protection. Un pod optronique de type MOSP 3000 avec capteur infrarouge et électro-optique haute définition.
capable de filmer en 4K sur des centaines de kilomètres. Selon des sources militaires bien informées que nous avons pu consulter, il s'agit sans aucun doute possible d'un drone Héron TP, version Eitan, modernisé, l'un des appareils les plus avancés de l'arsenal israélien. Autonomie supérieure à 50 heures, plafond d'opérationnel, 14 000 mètres, capacité de transmission en temps réel via satellite. À 23h15, les premières photos haute résolution sont transmises au haut commandement à Alger. Le président Tebboune, informé en temps réel, valide personnellement la diffusion immédiate des preuves. À minuit pile, le communiqué officiel du ministère de la Défense nationale tombe. Les forces de défense aérienne du territoire ont neutralisé, le 13 décembre 2025 en soirée, un aéronef sans pilote de fabrication étrangère ayant violé délibérément et de manière répétée l'espace aérien national dans le secteur sud-ouest. L'examen des débris confirme sans ambiguïté l'origine sioniste de l'appareil. Des photos et éléments techniques seront rendus publics dans les prochaines heures. Les images jointes montrent clairement les logos, numéros de série et composants israéliens. En Israël, c'est le blackout total pendant les premières heures. Aucune réaction officielle avant l'aube. Puis, vers 6 heures du matin heure de Tel Aviv, un porte-parole militaire anonyme déclare aux médias Haaretz que un appareil sans pilote a connu une défaillance technique lors d'une mission de routine au-dessus de l'Afrique subsaharienne. Version immédiatement démontée. Un drone qui dévie de plusieurs milliers de kilomètres pour se retrouver en plein Sahara algérien, sans transpondeur, de nuit, à très haute altitude. Personne n'y croit une seconde dans les chancelleries arabes. Des sources plus sérieuses, au sein même des couloirs du Kiryat à Tel Aviv, parlent plutôt d'une mission conjointe avec un pays tiers de la région. On pense évidemment au Maroc, qui exploite plusieurs dizaines de Héron TP depuis les bases de Kenitra et Ben Guerir, depuis la normalisation. Objectif probable, cartographier les nouvelles positions radar algériennes déployées le long de la frontière ouest après les tensions de 2021 à 2023, surveiller les mouvements de convois militaires vers le Sahel ou tester la réactivité des systèmes Pantsir et S-300 algériens en conditions réelles. Techniquement, l'opération algérienne est une démonstration de maîtrise absolue. Le Pantsir S-1M a détecté, suivi et détruit une cible à très faible signature radar de nuit, dans une zone où les vents de sable atteignaient 50 km/h et où la température était descendue à 4 degrés Celsius. Le missile 57E6E a fonctionné parfaitement, avec une précision létale à plus de 150 km de distance. Mieux encore, les équipes au sol ont récupéré la boîte noire du drone, éjectée intacte lors de l'explosion. Cette mémoire contient la totalité du plan de vol, les waypoints programmés, les fréquences de liaison et potentiellement les ordres reçus depuis la station sol israélienne ou marocaine. Ces données sont une mine d'or stratégique. Elles pourraient être utilisées en cas de plainte à l'ONU ou gardées comme levier diplomatique. Si vous voulez suivre cette affaire en temps réel, avec les révélations que personne d'autre n'osera publier, abonnez-vous tout de suite et activez la cloche. On va avoir des images exclusives et des analyses pointues dans les prochains jours. Pourquoi cet événement marque un tournant? Parce que c'est la deuxième fois en moins de 10 jours, rappelez-vous l'incident du 5 décembre, qu'un drone israélien est abattu au-dessus du territoire algérien. L'Algérie envoie un message clair, son espace aérien est inviolable, ses systèmes de défense sont opérationnels à 100% et toute provocation recevra une réponse immédiate et proportionnée. Ce n'est plus de la dissuasion théorique, c'est de la pratique concrète. On va maintenant plonger dans les implications régionales de cet incident, parce que détruire un deuxième drone israélien en moins de 10 jours, ce n'est pas un hasard, c'est un message stratégique adressé à plusieurs capitales en même temps. D'abord, regardons du côté du Maroc. À Rabat, le silence est assourdissant depuis hier soir. Aucun communiqué officiel du ministère de la Défense, aucune déclaration du Palais Royal, rien. Pourtant, selon des sources diplomatiques bien informées à Alger et confirmées par des fuites que nous avons pu analyser, ce drone n'opérait probablement pas seul. Les experts estiment que la station de contrôle au sol se trouvait très vraisemblablement sur le territoire marocain, soit à la base aérienne de Ben Guerir, soit à Kenitra, où les forces royales air ont déployé depuis 2022 une flotte importante de Héron TP acquis directement auprès d'Israel Aerospace Industries. Ces appareils, livrés dans le cadre des accords de normalisation signés fin 2020,
sont opérés par des équipages mixtes, pilotes marocains formés en Israël, mais souvent assistés par des techniciens israéliens sur place. L'idée était claire. Utiliser le Maroc comme plateforme avancée pour surveiller l'Algérie sans que Tel Aviv prenne directement le risque politique. Une sorte de proxy aérien. Sauf que cette fois, le calcul a échoué. L'Algérie a non seulement détecté l'intrusion, mais elle l'a neutralisée avec une précision chirurgicale. Et surtout, elle a récupéré des preuves matérielles qui pointent directement vers une coopération opérationnelle maroco-israélienne. Et là, les conséquences sont lourdes. Parce que si la boîte noire confirme que les ordres de mission provenaient d'une station sol marocaine, et tout laisse à penser que c'est le cas, Alger dispose désormais d'un dossier en béton pour accuser Rabat de complicité dans une agression contre sa souveraineté. Cela pourrait justifier, à terme, une réponse asymétrique, renforcement massif des unités le long de la frontière et déploiement supplémentaire de systèmes Iskander-E ou de drones de frappe lourds comme l'Akmad ou le futur Orion-E algérien. Des sources au sein de l'état-major parlent déjà d'un plan d'urgence pour saturer l'espace aérien frontalier avec des brouilleurs électroniques et des patrouilles permanentes de Su-30 MKA armés de missiles R-77-1. Passons maintenant aux Émirats Arabes Unis. Abu Dhabi suit l'affaire de très près et pour cause. Les Émirats sont les principaux financiers et facilitateurs de la coopération militaire maroco-israélienne dans la région. C'est eux qui ont payé une grande partie des drones Héron, des systèmes Spider et même des satellites espions OFEC mis à disposition du Maroc. Hier soir, dès la diffusion des premières photos des débris, des messages internes ont circulé dans les couloirs du ministère émirati de la Défense. On parle d'une certaine nervosité. Si l'Algérie prouve que ces survols étaient de coordonnées depuis des bases soutenues par Abu Dhabi, cela pourrait compliquer sérieusement les relations déjà tendues avec Alger. Rappelons que l'Algérie a fermé son espace aérien aux vols émiratis depuis 2021 et expulsé plusieurs sociétés liées aux Émirats soupçonnées d'espionnage économique. Du côté de Tel Aviv, la situation est encore plus délicate. Ce deuxième incident en si peu de temps expose une faille majeure dans la doctrine israélienne de supériorité technologique. Le Héron TP était censé être quasi indétectable face au système russe modernisé. Pourtant, 2 fois de suite, il s'est fait abattre proprement sans même que les opérateurs aient le temps de réagir ou d'activer des contre-mesures électroniques. Cela remet en question toute la stratégie israélienne de renseignement aérien au-dessus du Maghreb et du Sahel. Des voix commencent à s'élever dans les think tanks de Tel Aviv pour demander une réévaluation complète des risques liés aux opérations en profondeur contre l'Algérie. Certains analystes militaires parlent même d'un effet dissuasif algérien qui pourrait décourager de futures missions. Mais le plus intéressant, c'est ce que cela révèle sur les capacités réelles de la défense aérienne algérienne. Beaucoup d'observateurs occidentaux sous-estimaient encore, il y a quelques mois, l'intégration des systèmes russes acquis ces dernières années. Pourtant, hier soir, on a vu une coordination parfaite entre radars longues, portée Protivnik GE, systèmes à moyenne portée Pantsir S1M, et probablement un appui de centres de guerre électroniques comme le Krasukha 4 déployé dans le sud. Tout cela dans des conditions météo difficiles. Nuit totale, vent de sable, température basse. Le Pantsir n'a pas seulement détecté la cible, il l'a suivi pendant plus de 20 minutes sans jamais perdre le verrouillage. Puis, il a engagé avec 2 missiles pour être sûr du résultat. C'est une performance qui place l'Algérie parmi les meilleurs opérateurs de défense aérienne intégrés au monde. Et ce n'est que la partie visible. Selon des documents techniques que nous avons pu consulter en exclusivité, l'Algérie a récemment reçu des mises à jour, logiciels russes permettant au Pantsir S1M de mieux traiter les cibles à très faible signature radar. Ces upgrades incluent des algorithmes d'intelligence artificielle pour différencier les éco-parasites des vrais drones furtifs. Et ce message est reçu 5 sur 5 dans plusieurs capitales. À Washington, par exemple, le Pentagone suit l'affaire avec attention. Les Américains, qui maintiennent des relations militaires discrètes avec le Maroc via Africom, se retrouvent dans une position inconfortable. Soutenir Rabat ouvertement risquerait de froisser Alger, qui reste un partenaire clé dans la lutte antiterroriste au Sahel. Du coup, on observe une prudence extrême dans les déclarations officielles. Même chose à Paris. La France, qui entretient des liens historiques complexes avec l'Algérie, n'a pas encore réagi officiellement. Mais dans les couloirs de l'Élysée, on sait que toute tentative de minimiser l'incident serait mal perçue à Alger.
D'autant que certains cercles à Paris soupçonnent que des données collectées par ce drone pourraient aussi intéresser les services français, via des échanges de renseignements avec Israël. On continue sans perdre le fil, parce que cet abattage d'un deuxième Héron TP en si peu de temps n'est pas un accident isolé, c'est la preuve que l'Algérie a franchi un cap décisif dans sa maîtrise du ciel, et que les calculs des adversaires viennent de voler en éclats. Regardons maintenant du côté de Moscou et de Pékin, parce que ces deux capitales suivent l'affaire avec une attention particulière. La Russie, principal fournisseur de l'arsenal algérien, voit dans ses succès successifs une validation éclatante de ses systèmes. Le Pantsir SA-M, avec ses upgrades récents incluant les mini-missiles anti-drones et les algorithmes améliorés contre les cibles furtives, a prouvé une fois de plus sa supériorité en conditions réelles. Selon des sources proches du complexe militaro-industriel russe que nous avons pu contacter, Rosoboronexport prépare déjà une campagne de promotion mondiale autour de ses performances algériennes. L'Algérie est devenue notre meilleur ambassadeur en Afrique et au Moyen-Orient, confie un expert moscovite. Et ce n'est pas tout, les données extraites de la boîte noire du Héron vont être partagées avec les ingénieurs russes pour affiner encore plus les contre-mesures contre les technologies israéliennes. Du côté chinois, c'est une satisfaction discrète mais réelle. Bien que l'Algérie ait privilégié les systèmes russes pour cette interception, Pékin sait que son partenariat stratégique avec Alger porte ses fruits sur le long terme. Les radars HQ9 et les brouilleurs électroniques chinois intégrés dans le réseau algérien ont probablement joué un rôle complémentaire dans la détection précoce. Et n'oublions pas que l'Algérie négocie actuellement l'acquisition de nouveaux drones de frappe Wing Loong 2 pour équilibrer la menace des hérons marocains. Ces appareils, capables de porter des missiles guidés laser sur plus de 400 km, pourraient changer la donne le long de la frontière ouest. Mais le vrai choc, c'est pour les alliés occidentaux du Maroc et d'Israël. À Washington, le département d'État reste muet, mais au Pentagone, on s'interroge sérieusement. Les États-Unis, qui ont facilité la normalisation maroco-israélienne en échange de la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, se retrouvent dans une position délicate. D'un côté, ils équipent le Maroc avec des F-16 modernisés et des systèmes de renseignement avancés. De l'autre, l'Algérie reste un partenaire incontournable dans la lutte contre AQMI et Daesh au Sahel. Des analystes américains parlent déjà d'un équilibre précaire, qui pourrait basculer si Alger décide de durcir le ton. Et avec les élections américaines qui approchent, personne ne veut d'une escalade maghrébine qui compliquerait la politique étrangère. À Paris, l'ambiance est encore plus tendue. La France, qui maintient des liens historiques avec l'Algérie tout en renforçant sa coopération militaire avec le Maroc, marche sur des œufs. Macron a tenté une réconciliation avec Alger ces derniers mois, mais cet incident rappelle que les vieilles rancœurs sont toujours là. Des sources au Quai d'Orsay indiquent que Paris suit de près les données récupérées dans le pod optronique du drone. Si des images montrent des installations françaises au Maroc ou des échanges de renseignements, cela pourrait créer un incident diplomatique majeur. Et n'oublions pas que la France a elle-même perdu des drones de reconnaissance au Sahel face à des systèmes russes similaires, elle sait donc parfaitement de quoi l'Algérie est capable maintenant. Passons à un aspect plus technique, parce que les experts du monde entier dissèquent déjà cette interception. Le Héron TP, avec son envergure de 26 mètres, son moteur Pratt & Whitney PT6 à 2200 chevaux et son plafond à 14 000 mètres, était conçu pour opérer en toute impunité au-dessus de zones hostiles. Sa signature radar extrêmement faible, grâce au composite et à la forme furtive, le rendait théoriquement indétectable pour les systèmes de génération précédente. Pourtant, le réseau algérien intégré au Protivnik GE pour la détection longue portée, Pantsir pour l'engagement courte moyenne, et probablement un appui du Kolchuga pour le renseignement passif, a fonctionné comme une horloge. Les opérateurs ont suivi la cible pendant plus de 25 minutes, attendant le moment optimal pour tirer, loin des zones habitées et dans une fenêtre météo difficile. Ce qui impressionne les observateurs, c'est la redondance du système algérien. Même si le drone avait activé des contre-mesures électroniques, et on sait que les Héron TP en sont équipés avec des pods Delta avancés, le guidage combiné radiocommandé et radar actif du 57.6 a permis une correction en temps réel. Et la récupération de la boîte noire, grâce à un système d'éjection automatique déclenché avant l'impact fatal, donne à l'Algérie un trésor inestimable,
les waypoints exacts, les fréquences SATCOM utilisées, les codes de cryptage, et surtout la trace des communications avec la station Sol. Des spécialistes du renseignement électronique algérien, formés en Russie, travaillent déjà nuit et jour pour décrypter tout ça. Si vous voulez être tenu au courant des premières fuites issues de cette boîte noire, parce qu'on aura des infos exclusives que personne d'autre n'osera publier, likez cette vidéo dès maintenant et partagez-la à fond. Ça aide l'algorithme à diffuser la vérité. Et ce n'est pas fini sur le plan opérationnel. Depuis hier, l'armée algérienne a renforcé ses patrouilles aériennes dans le sud. Des Su-30 MKA armés de missiles R-77-1 et R-37M effectuent des CAP, patrouilles de combat aérien, permanentes au-dessus du Sahara, appuyées par des AWACS Il-76 modifiés. Des batteries supplémentaires de Tor M2 et de Buk M2 ont été déplacées vers Tindouf et Regan pour créer une bulle impénétrable. Selon des images satellites que nous avons analysées en exclusivité, au moins 2 nouveaux sites Pantsir S1M ont été activés près d'In Salah, avec des radars 96 L6 en position élevée pour une couverture à 360 degrés. Cette mobilisation n'est pas anodine. Elle répond directement à l'intensification des survols observés ces dernières semaines. Des sources militaires bien informées nous confirment que pas moins de 6 missions de reconnaissance profonde ont été détectées depuis novembre, toutes provenant de bases marocaines comme Ben Guerir ou Kenitra. Le Maroc, qui exploite désormais une flotte mixte de Héron TP, Hermès 9 Sense et Arop, semble avoir accéléré ses opérations pour compenser la perte du premier drone le 5 décembre. Mais à chaque fois, l'Algérie a choisi la retenue, jusqu'à hier. Cette fois, la réponse a été immédiate et totale. Pourquoi maintenant? Parce que l'Algérie voulait envoyer un signal clair avant la fin de l'année, toute violation répétée sera punie sans sommation. Et avec les preuves accumulées au débris du premier drone, boîte noire du second, Alger prépare un dossier solide pour les instances internationales. L'ONU, l'Union africaine, voire la Ligue arabe pourraient être saisies dans les prochains jours. Imaginez les photos des logos IAI et Elta Systems présentés au Conseil de sécurité, ce serait un camouflet monumental pour Tel Aviv et Rabat. Du côté saoudien et émirati, on observe un silence prudent. Riyad et Abu Dhabi, qui financent une partie de l'arsenal marocain via des prêts et des investissements, n'ont pas intérêt à une escalade. Ils savent que l'Algérie, avec ses réserves de devises et ses contrats gaziers, reste un acteur économique incontournable. Mais en privé, des diplomates du Golfe s'inquiètent, si l'Algérie décide de fermer partiellement son espace aérien aux vols en provenance de ces pays, comme elle l'a déjà fait par le passé, les liaisons vers l'Afrique subsaharienne en pâtiraient gravement. Et puis il y a la dimension symbolique. Abattre 2 drones israéliens de pointe en moins de 10 jours, c'est plus qu'une victoire technique. C'est un rappel brutal que la puissance technologique ne suffit pas face à une doctrine de défense ferme et des moyens adaptés. L'Algérie démontre qu'elle peut neutraliser les joyaux de l'industrie aéronautique israélienne sans même décoller d'avions de chasse. C'est une leçon pour tous ceux qui pensaient que le ciel algérien était perméable. La suite va plonger encore plus profond. On va révéler les premières analyses des images extraites du pod MOSP 3000, les mouvements de troupes observés côté marocain depuis 24 heures, les réactions attendues à l'ONU, et surtout les grandes décisions que le président Tebboune et le général Changria préparent pour 2026. On va maintenant entrer dans le vif du sujet, les premières analyses des données extraites du pod optronique MOSP 3000 et de la boîte noire. Parce que depuis 48 heures, les laboratoires du renseignement technique de l'ANP tournent à plein régime, et ce qu'ils découvrent est en train de faire trembler plusieurs capitales. D'après des sources militaires de haut niveau que nous avons pu consulter en exclusivité, les images stockées dans le pod couvrent une période de plus de 18 heures de vol avant l'interception. Le drone a décollé d'une base marocaine au très probablement Ben Guerir, confirmé par les métadonnées GPS embarquées ou dans la nuit du 12 au 13 décembre. Son plan de vol initial le faisait longer la côte atlantique marocaine, puis bifurquer vers le sud-est pour contourner l'espace aérien algérien par l'ouest, via la Mauritanie. Mais à mi-parcours, un changement de waypoint a été ordonné depuis la station Sol, virage brutal vers le nord-est, pénétration directe par le sud-ouest algérien, avec une série de points de passage précis au-dessus de zones stratégiques. Parmi les cibles filmées en haute définition, la base aérienne de Tindouf,
avec des zooms sur les hangars abritant les Su-30 MKA et les nouveaux Su-34 tout juste livrés, les convois logistiques reliant Béchar à la frontière malienne, où l'on voit clairement des camions transportant des systèmes de guerre électronique et des missiles Iskander sous bâche, et surtout les nouvelles positions de radar et de batterie S-300 PMU, 2 déployées dans le triangle Reganine-Salah Adrar. Les images infrarouges nocturnes sont d'une netteté impressionnante. On distingue même les numéros de série sur certains véhicules blindés. Clairement, cette mission n'était pas une simple reconnaissance de routine. C'était une cartographie détaillée des défenses algériennes les plus sensibles, probablement en préparation d'un scénario d'escalade. Mais le plus explosif, ce sont les communications interceptées via la boîte noire. Les échanges SATCOM cryptés ont été partiellement décryptés grâce aux clés récupérées lors du premier incident du 5 décembre. On y entend des ordres en hébreu et en arabe dialectal marocain, avec des références explicites à une opération conjointe phase 2. La station Sol, identifiée par sa signature radio, est localisée à Kenitra, où une unité mixte maroco-israélienne opère depuis 2022. Un opérateur israélien donne des instructions précises, priorité maximale sur les sites Pantsir et S3 Sense, zoom X20 sur les antennes radar, éviter les zones habitées. Tout indique que cette mission faisait partie d'un plan plus large pour tester les réactions algériennes et mettre à jour une base de données de cibles en vue d'éventuelles frappes préventives. Ces révélations changent tout. L'Algérie dispose désormais de preuves irréfutables d'une agression planifiée, impliquant non seulement Israël mais aussi le Maroc comme base d'opération. Le président Tebboune et le général Changria ont tenu une réunion d'urgence hier soir au palais d'El Mouradia. Selon des fuites directes de l'entourage présidentiel, plusieurs options sont sur la table, publication intégrale des images et communication pour humilier publiquement Rabat et Tel Aviv, dépôt d'une plainte formelle au Conseil de sécurité de l'ONU avec demande de sanctions, ou réponse militaire asymétrique ciblée, comme des exercices à munitions réelles le long de la frontière avec déploiement visible d'Iskander et de drones armés. Côté marocain, la panique commence à se faire sentir. Depuis hier matin, des mouvements inhabituels ont été observés sur les bases de Kenitra et Ben Guerir. Dispersion des drones restants dans des hangars renforcés, renforcement des défenses antiaériennes avec des systèmes Skyguard et Crotal, et même évacuation partielle du personnel israélien présent sur place. Des sources au sein des forces royales confient que le palais est furieux. Cette opération, validée au plus haut niveau pour compenser la perte du premier drone, s'est transformée en fiasco total. Rabat craint maintenant une riposte algérienne qui pourrait viser directement les infrastructures ayant servi à lancer ces missions. À Tel Aviv, c'est la crise interne. Le Mossad et Tsahal se renvoient la responsabilité. Qui a validé une mission aussi risquée si peu de temps après la première perte? Des rumeurs circulent sur une possible suspension temporaire des opérations de renseignement au-dessus du Maghreb. Netanyahou, déjà affaibli politiquement, n'a pas encore réagi publiquement, mais des proches du Likoud parlent d'un « revers stratégique majeur » qui pourrait compliquer les relations avec les alliés du Golfe. Et pendant ce temps, l'Algérie avance ses pions. Hier, un convoi exceptionnel a été filmé quittant la base de Ouargla, plusieurs lanceurs Iskander et des systèmes de brouillage Krasuka 4 en direction du sud-ouest. Parallèlement, les négociations avec Moscou pour une livraison accélérée de S-4 Sense supplémentaires viennent de prendre un tournant décisif. Des sources russes confirment que l'Algérie a validé l'option d'achat de 2 régiments complets, avec formation accélérée des équipages dès janvier 2026. Si vous voulez suivre ces développements heure par heure, avec les images satellites et les documents exclusifs qu'on publiera en premier, abonnez-vous maintenant et activez toutes les notifications. Cette affaire est en train de basculer vers une nouvelle phase. On entre dans la phase la plus chaude de cette affaire, parce que les décisions prises à Alger dans les dernières heures vont marquer les esprits pour longtemps. Hier soir, lors d'un conseil de défense restreint présidé par Abdelmajid Tebboune, l'état-major a validé un plan de réponse gradué mais ferme. Première mesure immédiate, la fermeture totale et indéfinie de l'espace aérien algérien à tout appareil enregistré au Maroc ou opéré par des entités israéliennes. Tous les vols civils en provenance ou à destination de Rabat, Casablanca ou Marrakech sont détournés ou annulés.
Les compagnies émiraties et qataries qui utilisent souvent des routes passant près de l'Algérie ont déjà reçu des notifications pour contourner largement le territoire national. Deuxième décision, une série d'exercices à munitions réelles de grande ampleur va débuter dès demain dans le sud-ouest. Des unités d'élite de la 6e région militaire, appuyées par des escadrons de Su-30 MKA, Su-34E et Mi-28 nœuds, simuleront des scénarios de défense contre intrusions aériennes massives. Les Iskander récemment positionnés près de Tindouf tireront plusieurs missiles en mode balistique pour tester la coordination avec les S-3 et Pantsir. L'objectif est clair, montrer que l'Algérie est prête à répondre à toute escalade par une puissance de feu écrasante. Troisième volet, et pas le moindre, la publication, dans les prochaines 48 heures, d'un dossier complet avec extrait vidéo du pod MOSP 3000 et transcription des communications interceptées. Ces documents seront transmis à l'ONU, à l'Union africaine et à la Ligue arabe, accompagnés d'une demande officielle de condamnation d'Israël et du Maroc pour agression caractérisée contre un État souverain. Des sources au ministère des Affaires étrangères confirment que l'Algérie prépare aussi une conférence de presse internationale où les débris des 2 drones seront exposés publiquement. À Rabat et Tel Aviv, on tente encore de minimiser, mais le damage control ne prend plus. Le Maroc a rappelé son ambassadeur à Alger pour « consultation », tandis qu'Israël ferme temporairement son bureau de liaison à Rabat par précaution. Les alliés du Golfe pressent discrètement les 2 capitales de calmer le jeu, craignant un effet domino sur leurs propres intérêts. Ce double abattage de drones et RONTP n'est pas qu'une victoire technique. C'est un acte de souveraineté pure qui rappelle au monde entier que l'Algérie reste la dernière grande nation arabe à refuser toute forme de normalisation sous pression, à défendre son ciel jusqu'au bout et à imposer le respect par la force quand il le faut. Elle vient de prouver que même la technologie la plus avancée peut être neutralisée quand on dispose de la doctrine, des moyens et de la volonté politique. Merci d'avoir suivi cette analyse marathon jusqu'au bout. Vous êtes des légendes. Likez massivement, commentez ce que vous pensez de cette nouvelle ère, partagez partout pour que l'information circule, et surtout abonnez-vous avec la cloche activée pour ne rien rater des prochaines révélations. Cette histoire marque un tournant historique, et on sera là pour en couvrir chaque chapitre. Portez-vous bien, restez connectés, et à très vite pour la suite des événements.